Elle est allée à un entretien pensant devenir secrétaire et en est ressortie comme l'épouse du PDG millionnaire. Camille Duret, 29 ans, vivait depuis toujours dans une petite commune boisée à l'est de Lyon, un endroit où les saisons avaient encore une odeur. Depuis la fermeture brutale de la maison d'édition indépendante, où elle travaillait depuis 6 ans, ses journées se résumaient à des cafés tièdes, des lettres de motivation et des silences numériques. Les refus, quand ils venaient, étaient polis mais impersonnels, et la plupart du temps, les candidatures restaient sans réponse. Pourtant, ce matin-là, une annonce attira son regard. Elle n'était pas tape à l'œil, ni excessivement détaillée. Une simple offre pour un poste de secrétaire exécutive dans une entreprise de renom à Paris, sans nom d'entreprise, sans description claire des missions. Mais quelque chose dans la formulation, ce sens aigu de la discrétion et de la rigueur demandée, résonnait en elle comme un écho d'un passé plus audacieux. Elle hésita, prit une gorgée de son café devenu froid, puis cliqua sur « Postuler ». 3 jours plus tard, un appel avec un numéro parisien inconnu interrompit sa solitude. Une voix neutre, presque robotique, l'invita à se présenter à une adresse sur l'avenue Montaigne, un jeudi matin, pour un entretien préliminaire avec la direction. Aucun autre détail ne fut donné, ni le nom du recruteur, ni celui de la société. Camille, d'abord surprise, sentit une montée d'adrénaline. C'était peut-être une perte de temps, peut-être une erreur, mais si c'était sa chance, elle n'avait plus rien à perdre. La veille du départ, elle ressortit une valise semi-neuve, y rangea 2 tenues sobres mais élégantes, quelques carnets à moitié remplis et son vieux stylo à plumes, fétiche discret des entretiens où elle voulait laisser une trace. Le train partait à 6h45. Le réveil sonna à 5h, et l'air de la gare avait cette tension électrique des départs irréversibles. Dans le wagon quasi vide, elle observa le flou des campagnes par la vitre. Paris, pour elle, n'était qu'un souvenir universitaire. Des week-ends volés entre amis et une brève liaison avec un étudiant en droit qui rêvait de New York. Elle n'y avait jamais envisagé un futur durable. Et pourtant, ce matin-là, elle y allait avec la sensation étrange que quelque chose, ou quelqu'un, l'y attendait déjà. Elle arriva à la gare de Lyon sous un ciel d'un gris hésitant. Le taxi filait vers le 8e arrondissement, et plus il s'approchait, plus les bâtiments devenaient imposants. Du haut de ses escarpins confortables et de son tailleur bleu nuit, elle se sentait à la fois préparée et vulnérable. Elle répétait mentalement ses réponses aux questions classiques, ses points forts, ses expériences passées, ce qu'elle attendait de ce nouveau poste. Mais l'adresse indiquée sur son email la déconcerta. Numéro 34, avenue Montaigne. Un immeuble de verre et d'acier, tout en transparence et en ligne parfaite, se dressait devant elle. La façade reflétait le ciel en éclats. Aucun nom n'était affiché. Pas de plaque, pas de logo identifiable. Juste un portique de sécurité, un hall au marbre irréprochable et un silence si dense qu'on aurait pu croire le bâtiment vide. Camille inspira profondément, ajusta sa sacoche sur son épaule et franchit la porte tournante. À l'intérieur, un homme en costume foncé, bien plus jeune que le stéréotype d'un réceptionniste d'entreprise, s'approcha aussitôt. Il ne demanda pas son nom. Il semblait l'attendre. « Mademoiselle Duret, le président vous attend. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Elle n'eut même pas le temps de poser une question. L'homme s'engagea vers les ascenseurs privés. Camille le suivit, son cœur battant plus vite que d'habitude. L'ascenseur monta en silence, chaque étage clignotant sur le tableau numérique comme une tension supplémentaire. Quand les portes s'ouvrirent enfin, il se trouvait au dernier étage. Le couloir était vide. Pas de secrétariat, pas de standardiste. Juste un long tapis beige et une grande porte entr'ouverte au fond. Une voix d'homme chaude et claire résonna sans qu'elle puisse en voir le propriétaire. « Entrez, je vous en prie. » Camille sentit quelque chose changer dans l'air. Ce n'était plus une simple entrevue. C'était une scène qui l'attendait. Elle inspira une dernière fois, repoussa une mèche rebelle derrière son oreille et s'avança vers la voix. Elle ne le savait pas encore, mais cette journée allait redessiner chaque ligne de sa vie. La pièce dans laquelle Camille entra était à la fois austère et magnifique. De hauts plafonds blancs, des murs de béton polis, et au fond, une baie vitrée immense donnant sur Paris. La lumière naturelle baignait l'espace d'une clarté irréelle, presque clinique. Un bureau noir aux lignes épurées trônait au centre, flanqué de 2 fauteuils en cuir. Derrière, une silhouette masculine se tenait debout, regard tourné vers la ville. Il était grand, d'une minceur élégante,
vêtu d'un costume anthracite parfaitement taillé. Pourtant, ce fut sa voix, douce et calme, qui la frappa le plus. « Mademoiselle Duret, asseyez-vous, je vous en prie. » Il ne s'était pas encore retourné. Camille obéit, posant doucement sa sacoche au sol, les mains jointes sur ses genoux pour cacher leur légère tremblote. L'homme se retourna enfin, lentement, comme s'il savourait la scène, mais ce qu'elle vit alors la déstabilisa profondément. Il portait un masque. Pas un masque médical ni un accessoire de carnaval, mais un masque de cuir noir, épuré, sans expression. Seuls 2 yeux, d'un bleu presque argenté, apparaissaient à travers les fentes. Il la fixait avec intensité. Pas de bouche visible, pas de nez apparent. Un anonymat total, volontaire, assumé. Ne soyez pas troublés. L'anonymat est une nécessité dans mon métier. Vous comprendrez si vous êtes retenu. Camille tenta de ne pas montrer sa surprise. Elle avait 1000 questions, mais aucune n'osa franchir ses lèvres. L'homme poursuivit, comme s'il lisait en elle. Vous avez un profil atypique, pas de grandes écoles, pas de références politiques ou industrielles. Pourtant, vous avez dirigé une équipe, géré des crises éditoriales, rédigé sous pression. Vous savez garder le silence quand c'est nécessaire. C'est rare. Elle déglutit lentement. Je vous remercie. Ce poste n'est pas ce qu'il paraît, ajouta-t-il. Il exige bien plus qu'une simple compétence administrative. Il nécessite loyauté, résistance et surtout une capacité à ne pas poser de questions. Acceptez-vous cela sans réserve? La question était brutale, mais il y avait dans son ton une absence totale d'hostilité, comme si tout cela était parfaitement naturel. Cela dépend, répondit-elle prudemment. Est-ce légal? Le masque s'inclina légèrement comme s'il souriait derrière le cuir. Tout à fait. Mais cela sort des cadres classiques. Disons que vous travaillerez pour une entité qui préfère opérer dans l'ombre. Vous n'aurez aucun contrat signé, pas de fiche de paie. En revanche, vous serez payé chaque mois en espèces, dans une valise, remise par une tierce personne toujours à un endroit différent. Camille ouvrit la bouche, la referma. C'était absurde, inconcevable. Et pourtant, tout en elle lui criait que l'homme disait la vérité. Il n'y avait pas de bluff ici. Et si je refuse? Vous quittez cette pièce, reprenez votre train pour Lyon, et vous n'entendez plus jamais parler de moi ni de cette offre. Votre nom est effacé de nos bases. Aucun mal ne vous sera fait. Et si j'accepte, vous entrez dans un monde où les règles sont réécrites chaque jour. Mais vous serez protégé, privilégié et très bien rémunéré. Il ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe noire, qu'il glissa vers elle. Camille l'ouvrit. À l'intérieur, une photo d'elle, prise manifestement la veille en train de faire ses courses, et un chèque non endossable, libellé à son nom, de 50 000 €. Elle leva les yeux, choquée. « Ce n'est pas un paiement, c'est une promesse, dit-il. Si vous acceptez, ceci n'est que le début. Vous serez libre de partir quand vous le voudrez, mais chaque information à laquelle vous accéderez sera confidentielle à vie. » Le silence s'installa. Un silence vibrant, suspendu entre 2 mondes. Camille inspira profondément. Quelque chose en elle, une intuition ancienne, s'éveillait. Ce n'était pas du danger qu'elle sentait, mais un appel, une invitation à tout remettre en question. « D'accord », dit-elle simplement. L'homme inclina la tête. « Très bien. Vous commencerez demain. Voici votre nouveau logement. Un chauffeur vous y attendra en bas dans 10 minutes. » Il glissa une clé et une adresse manuscrite vers elle. Elle se leva, encore sonnée, remercia d'une voix faible, puis quitta la pièce. En traversant le couloir, elle sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Pas de contrat, pas de nom, un président sans visage. Et elle venait d'accepter. Le chauffeur attendait exactement là où annoncé, à la sortie du bâtiment, adossé à une berline noire aux vitres teintées, moteur allumé. Il ne prononça pas un mot, se contentant d'ouvrir la porte arrière pour Camille, qui s'installa dans un silence nerveux. Le véhicule s'engaga dans les artères feutrées de l'ouest parisien, filant à travers un dédale d'avenues où le luxe se devinait à la discrétion des façades. Après une quinzaine de minutes, ils s'arrêtèrent devant un immeuble haussmannien, rénové, dans une rue calme de Neuilly-sur-Seine. Rien ne trahissait la particularité des lieux. L'immeuble semblait ordinaire, quoique impeccablement entretenu. Le chauffeur lui tendit une carte magnétique et une enveloppe scellée. Puis il repartit sans un mot. Camille gravit les marches jusqu'au 2e étage, l'estomac noué. La carte ouvrit la porte d'un appartement spacieux, baigné par la lumière du soir. Dès l'entrée,
elle fut frappée par l'étrangeté du décor. Pas de meubles conventionnels, mais une disposition d'objets presque scénarisés. Un canapé en cuir anthracite parfaitement centré, un tapis persan sans une seule frange déplacée, et surtout, des miroirs, des dizaines de miroirs, accrochés au mur, encastrés dans les plafonds, dissimulés dans les angles, de toute taille, de toute forme, mais toujours placés avec une précision presque chirurgicale. Le moindre mouvement de Camille était réfléchi à l'infini. Elle marcha lentement, troublée par les multiples versions d'elle-même qu'il observait depuis les reflets. Elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, un plan de l'appartement, un mot manuscrit sur un papier ivoire. Apprenez chaque centimètre et un code à 10 chiffres. Ce dernier correspondait à une pièce verrouillée au fond du couloir. Lorsqu'elle entra, elle découvrit ce qui semblait être un bureau secret. Les murs y étaient recouverts de panneaux noirs tactiles. Un seul bureau minimaliste, sans ordinateur apparent, trônait au centre. Un bouton unique, rond et métallique, était intégré dans la surface du meuble. Elle l'effleura. Aussitôt, l'écran de l'un des panneaux s'illumina, révélant un message d'accueil. « Bienvenue, Camille. Ceci est votre centre de coordination. À partir de maintenant, chaque jour débutera ici. » Des instructions s'affichèrent ensuite, détaillant la première mission. Analyser un dossier confidentiel déposé le lendemain matin, à 6 heures précises. Aucun retard ne serait toléré. Une caméra dissimulée dans l'un des coins du plafond pivota silencieusement pour suivre son regard. Camille se laissa tomber sur le siège. L'endroit était silencieux, presque irréel. Elle n'avait plus de téléphone, pas de connexion Internet personnelle. Aucun moyen de contacter l'extérieur sans passer par cette interface. Elle comprenait désormais ce que le président avait voulu dire par réécrire les règles. La nuit tombait lentement sur Paris. Dans la cuisine, elle trouva un réfrigérateur rempli de plats gastronomiques sous vide, chacun daté du jour. Une horloge ancienne, posée sur une étagère, indiquait 22 heures quand elle décida de se coucher. Le lit, dans la chambre au mur capitonné, était plus large que nécessaire. Les draps d'une blancheur chirurgicale. Les miroirs, même ici, ne la laissaient pas seule. Avant d'éteindre la lumière, elle se leva et couvrit le plus grand d'entre eux avec une couverture prise dans le placard. Elle n'avait pas peur, mais elle refusait pour l'instant de dormir sous son propre regard démultiplié. À 6 heures du matin, une sonnerie douce résonna dans tout l'appartement. Elle se leva immédiatement. Devant sa porte, une mallette noire l'attendait. À l'intérieur, un dossier rouge marqué « Classé Alpha, vue exclusive ». Aucune indication de provenance. Le document traitait d'un sénateur influent, mêlé à des transactions occultes à l'étranger, avec preuves à l'appui, photos, relevés bancaires, transcriptions d'écoute. Le niveau de détail la glaça. Pourquoi elle? Pourquoi ce dossier? Qu'attendait-on exactement d'elle? Un nouveau message apparut sur l'écran du bureau. Analysez, résumez, ne jugez pas. Elle comprit que sa fonction ne serait jamais administrative. Elle ne serait pas une secrétaire. Elle serait le filtre entre l'information brute et la décision, la mémoire silencieuse d'une structure dont elle ignorait encore les contours. En fin de matinée, elle remit son rapport via l'interface. 3 minutes plus tard, un simple message s'afficha. Rapport reçu, conforme. Puis plus rien, jusqu'au lendemain. Chaque jour se répéta dans le même schéma, un nouveau dossier, une nouvelle synthèse, toujours classée, toujours sensible. Des affaires politiques, économiques, parfois personnelles. Elle devint l'œil invisible d'un pouvoir souterrain, chaque soir un peu plus détaché du monde extérieur. Et pourtant, une question grandissait en elle. Qui lisait vraiment ces rapports? Où allait-il? Que se passait-il après? Elle n'en savait rien. Mais dans le miroir, elle se voyait chaque jour un peu différente, plus calme, plus dure et profondément seule. Le 5e jour, un changement subtil rompit la routine parfaitement huilée de Camille. À 6 heures du matin, comme prévu, la mallette attendait devant sa porte. Mais au lieu d'un dossier, elle contenait un téléphone jetable, éteint, accompagné d'une simple note. Attendez l'appel à 7 heures précises. Ne répondez qu'à 7 heures. Une seule tentative. L'instruction la troubla. Jusqu'ici, tout avait été structuré, distant, presque impersonnel. Ce téléphone suggérait une interaction directe, une voix réelle derrière le système. Le temps sembla ralentir jusqu'à l'heure dite. À 7 heures exactement, l'écran s'illumina. Camille décrocha sans un mot.
« Mademoiselle Duret, dit une voix grave et fluide, voici votre premier test de loyauté. Écoutez attentivement. » La voix lui donna une adresse, un code d'entrée et une mission précise. Se rendre sur place, récupérer une enveloppe laissée sous une pierre dans le jardin d'un hôtel particulier déserté et la livrer à une femme nommée Clara, à une autre adresse, dans le Marais. Aucun contact prolongé. Aucune question. « Pourquoi moi ?» demanda Camille, malgré elle. « Parce que l'empreinte de vos décisions ne doit laisser aucune trace. Vous êtes, pour l'instant, une inconnue parfaite. » La ligne coupa. Elle resta un instant figée, le téléphone serré entre ses doigts. Puis elle se leva, enfila des vêtements neutres et sortit pour la première fois depuis qu'elle avait intégré l'appartement au miroir. L'adresse se trouvait dans le 16e arrondissement. Une bâtisse ancienne, à l'architecture noble mais aux volets fermés, abandonnée au silence. Le code fonctionna, la porte céda. Dans le jardin à l'arrière, caché derrière un parterre de lavande sèche, elle trouva la pierre, et dessous, une enveloppe scellée à la cire noire. Aucun nom, aucun indice. Le trajet jusqu'au Marais fut ponctué de regards furtifs, de pensées parasites. Elle n'avait aucun moyen de savoir si elle était suivie, filmée, testée dans ses moindres mouvements. Elle avait seulement le pressentiment aigu que cette mission, malgré sa simplicité apparente, valait bien plus que tout ce qu'elle avait fait jusqu'alors. À l'adresse indiquée, une librairie spécialisée dans les ouvrages anciens. À l'intérieur, une femme d'une 50aine d'années, cheveux courts, lunettes d'écaille, l'attendait entre deux rayonnages. « Camille » murmura-t-elle. Camille hocha la tête et tendit l'enveloppe. La femme la prit sans l'ouvrir, la glissa dans une reliure vide derrière elle et sourit légèrement. « Bienvenue dans le second cercle. » Puis elle disparut entre les étagères, comme si elle n'avait jamais été là. Camille sortit dans la rue, le cœur battant. Personne ne l'avait suivie. Rien ne semblait avoir changé. Et pourtant, une fois rentrée, un nouveau message l'attendait sur l'écran mural. « Mission accomplie. Votre loyauté est notée. » Suivi d'un second message. « À partir de demain, vous aurez accès au canal prioritaire. » Elle comprit qu'elle venait de franchir une frontière invisible. Elle n'était plus seulement une exécutante silencieuse. Elle devenait partie intégrante d'un réseau opaque, aux ramifications incalculables. Les jours suivants, elle reçut de nouvelles instructions plus complexes, impliquant la coordination de déplacements, l'analyse de comportements filmés et même la suggestion de mesures d'influence à distance. Le canal prioritaire lui donnait accès à des bribes de communication interne, des pseudonymes, des codes, des échanges stratégiques entre membres de l'organisation. Et puis une nuit, alors qu'elle relisait un rapport sensible sur un chef d'entreprise en lien avec un cartel bancaire international, un message clignota en rouge sur l'écran. « Urgence niveau 4. Restez prête. Détail à suivre. » C'était la première fois que le système employait ce niveau d'alerte. Son souffle se suspendit. Elle éteignit les lumières, s'assit en silence et attendit. Les miroirs semblaient plus présents que jamais. Chaque reflet d'elle dansait dans la pénombre, comme si elle n'était déjà plus tout à fait seule. À 1h du matin, une nouvelle sonnerie résonna. Pas le téléphone jetable, mais un appel visuel sur l'écran principal. Une silhouette floue apparut, masquée, muette. Puis une voix synthétique déclara « Vous êtes convoqué demain matin, 8h, dans la salle blanche. Instructions physiques à suivre, ne soyez pas en retard. » Et l'écran redevint noir. Camille resta figée. La salle blanche. Qu'était-ce encore? Quelle étape du jeu de masques allait-elle devoir traverser désormais? Elle comprenait une chose. Il n'y avait plus de retour en arrière. Sa loyauté avait été testée et acceptée. Mais à quel prix? Le jour se leva sans éclat, enveloppé dans une brume terne que même les premières lueurs ne parvenaient à dissiper. Camille se prépara dans un silence religieux. 8h précises. Pas une minute de retard. Elle descendit dans la rue où un véhicule différent de d'habitude l'attendait. Une voiture blanche aux vitres opaques, sans chauffeur visible. La portière s'ouvrit seule. Elle s'installa. La voiture roula sans bruit, ni voix, ni indication d'itinéraire. Lorsqu'elle s'arrêta, le décor avait changé. Ils étaient sous terre. Un parking anonyme éclairé par des néons vacillants, dont une partie des murs portait encore les marques d'un chantier inachevé. Un homme l'attendait, silencieux, en tenue de sécurité, visiblement armé. Il l'accompagna sans un mot jusqu'à un ascenseur. Là, il introduisit une clé métallique dans un boîtier ancien,
puis pressa un seul bouton. Camille descendit plus profondément encore, au-delà des entrailles de la ville. Les portes s'ouvrirent sur un couloir blanc, immaculé, sans fenêtre ni décoration. Seul le bruit feutré de ses pas accompagnait leur progression. À la fin du couloir, une double porte en acier s'ouvrit automatiquement. La salle blanche. Un cube parfait. Murs, sol et plafond recouverts d'un matériau blanc lisse, sans aspérité. Au centre, une unique table en verre, 2 chaises, et une mallette noire fermée par 2 cadenas. En face, une femme était déjà assise. Cheveux gris tirés en chignon, costume strict, lunettes sans monture. Aucune expression. Ses yeux fixaient Camille, comme s'il la disséquait. « Asseyez-vous », dit-elle enfin. Camille obéit. La femme ouvrit la mallette, en sortit un dossier plus épais que tous ceux qu'elle avait vus jusqu'à présent et le poussa vers elle. « Ce que vous allez lire ici ne sortira jamais de cette pièce. Ce n'est pas une tâche, c'est une initiation. » Le dossier contenait des documents d'une précision effrayante. Organigrammes secrets, identités codées, comptes dissimulés, relations entre grandes familles industrielles et figures politiques. L'organisation pour laquelle elle travaillait n'était pas une société. C'était une interface, une chambre de compensation entre des pouvoirs officiels et officieux, entre la diplomatie de façade et la guerre économique invisible. Camille lut. Chaque page révélait un pan du monde qu'elle croyait connaître. Le réseau ne contrôlait pas directement. Il influençait. Il orientait les choix par l'information, par le chantage feutré, par la menace subtile et, parfois, par la disparition organisée. Quand elle referma le dossier, ses mains étaient froides. « Pourquoi me montrer tout cela ?» demanda-t-elle. La femme posa ses mains croisées sur la table. « Parce que votre rôle va changer. Vous avez prouvé votre capacité d'analyse, votre silence, votre discrétion. Mais désormais, vous devez comprendre ce que vous servez. On ne vous donnera pas d'ordre explicite. On attendra de vous une intuition conforme, une action implicite. » Elle sortit une autre enveloppe. « Ceci est une cible. Vous devrez nous dire si elle représente un risque pour la stabilité. Et si oui, pourquoi? Vous n'aurez ni instruction, ni délai, juste cette photographie. » Camille ouvrit l'enveloppe. Un homme d'une 50aine d'années, souriant devant ce qui semblait être une université. Aucun nom, aucun contexte. Si vous vous trompez, vous ne serez pas sanctionné, mais vous serez oublié. La phrase résonna longtemps dans la pièce. Oublié, effacé, comme si elle n'avait jamais existé. La femme se leva, ferma la mallette et fit un signe vers l'un des murs. Une porte invisible s'ouvrit. Camille suivit sans un mot. De retour à la surface, la lumière du jour lui parut artificielle. Le même véhicule l'attendait, prêt à la ramener chez elle. Elle monta, la photo dans sa poche, le cœur oppressé. Ce soir-là, l'appartement au miroir lui sembla plus étroit, plus lourd. Chaque reflet semblait lui renvoyer la même question. Jusqu'où étais-tu prête à aller pour ne pas retourner à l'oubli? Elle plaça la photo au centre du bureau et pour la première fois depuis son arrivée, elle douta. Non de l'homme sur la photo, mais d'elle-même. Camille passa la nuit à observer la photographie posée sur le bureau. L'homme semblait ordinaire à première vue. Un costume simple, une montre discrète, un regard direct. Derrière lui, une façade vitrée portait le nom d'un institut de recherche en économie globale. Aucun nom n'accompagnait l'image, aucune indication de date. Mais le regard de l'homme ne la quittait pas. Il y avait dans son sourire une chose indéfinissable, une fêlure peut-être, ou l'ombre d'un secret. Elle activa le canal prioritaire pour demander un accès limité à certaines bases de données. Aucune question n'était nécessaire. Elle indiqua simplement l'image par un identifiant temporaire et en retour, reçut 3 heures plus tard un paquet crypté contenant des éléments de profil. Non, Alexandre Marval, 53 ans, économiste de formation, professeur invité dans plusieurs universités européennes, consultant pour une fondation privée. Aucune affiliation politique apparente, mais plusieurs déplacements fréquents dans des pays sous surveillance. Ses travaux tournaient autour de la dette souveraine, de la spéculation sur les marchés de matières premières et de la fragilité des alliances monétaires internationales. En surface, rien d'inhabituel. Un intellectuel influent, respecté, mais discret. Trop discret. Camille poussa l'enquête. Elle traça ses dernières conférences, analysa les partenaires des fondations qu'il conseillait. Une structure à Genève,
un fonds d'investissement basé à Dubaï et un contact régulier avec une banque opaque installée à Malte. Elle fit des recoupements. Lentement, un schéma se dessina. Alexandre Marval n'était pas un simple analyste. Il servait d'intermédiaire entre plusieurs entités financières et des gouvernements en crise. Il vendait de la stratégie, de la fuite en avant monétaire. Mais cela suffisait-il à faire de lui une menace? Elle chercha ce qu'il écrivait. Un blog discret en ligne depuis 10 ans sous pseudonyme. Des textes courts, techniques, mais parfois teintés d'une ironie presque subversive. Dans l'un d'eux, Camille trouva une phrase soulignée. « La transparence est la dernière arme de ceux qui ne possèdent aucun pouvoir. » Elle l'a relu plusieurs fois. Ce n'était pas une provocation, c'était une profession de foi. Marval ne manipulait pas les marchés. Il les dénonçait, depuis l'intérieur. Il montrait comment les pays les plus pauvres étaient mis en dépendance par des mécanismes trop complexes pour éveiller l'indignation publique. Il faisait partie d'un contre-pouvoir. Elle resta longtemps face à l'écran, indécise. Il ne servait pas les intérêts du réseau, mais il ne les menaçait pas directement non plus. Il existait en parallèle, sur une ligne fragile. Puis elle pensa à ce que la femme avait dit dans la salle blanche. « Vous n'aurez ni instruction, ni délai. » Juste cette photographie. Tout reposait sur son jugement. Pas sur des preuves, pas sur des faits, sur l'intuition. Et l'intuition lui disait que Marval était utile au déséquilibre, non parce qu'il détruisait, mais parce qu'il révélait. Il était un miroir pour ceux qui croyaient agir dans l'ombre. Elle rédigea son rapport, clair, structuré, sans affect. Elle décrivit ses connexions, son discours public, ses réseaux discrets. Et à la fin, une ligne. Alexandre Marval ne constitue pas une menace opérationnelle, mais il pourrait devenir un catalyseur idéologique dangereux, à surveiller, ne pas éliminer. Elle hésita, puis envoya le message. Le lendemain, à 6 heures, aucun nouveau dossier ne l'attendait, aucun message, rien. Un silence parfait, inquiétant. Camille attendit. À midi, toujours rien. À 18 heures, elle commença à douter. Avait-elle échoué? Était-ce la fin? À 23h30, l'écran s'alluma enfin. Un seul mot. Validé. Puis une autre phrase. Premier seuil franchi. Nouvelle affectation en cours. Elle ferma les yeux. Une vague de soulagement la traversa, vite remplacée par une tension nouvelle. Elle venait de décider de la non-élimination d'un homme. Cette responsabilité, elle ne pourrait plus jamais l'ignorer. Les miroirs, autour d'elle, lui renvoyaient une image différente, moins passive, plus résolue. Elle n'était plus une exécutante. Elle était devenue juge, et elle savait désormais que le prochain visage qu'on lui présenterait pourrait ne pas mériter cette clémence. Le surlendemain, à l'aube, Camille reçut un message codé sur l'écran principal de son appartement. « Préparez-vous. Départ dans 1 heure, tenue civile, pas d'effet personnel. » Aucun autre détail ne fut communiqué. Elle s'habilla sobrement, attacha ses cheveux, laissa derrière elle tous ses objets habituels, y compris sa montre, et descendit sans poser de questions. Un véhicule l'attendait, semblable à ceux utilisés auparavant, mais cette fois conduit par une femme en uniforme noir, le regard voilé de professionnalisme absolu. La voiture roula longtemps, quittant les limites de Paris, puis s'engouffrant dans un entrelac de routes secondaires jusqu'à un ancien monastère reconverti, perdu au milieu d'une forêt dense. Là, on la fit passer par une entrée latérale, à travers un long corridor de pierres humides, jusqu'à une salle d'observation silencieuse où 5 autres personnes, toutes anonymes, l'attendaient déjà. Aucun échange, aucun nom, juste des regards discrets, pesés. Un homme surgit de l'ombre, vêtu d'un manteau gris et sans visage visible, comme s'il appartenait à une autre dimension de la structure. Il prit la parole d'une voix grave, mesurée. « Vous avez été choisi pour une mission d'infiltration indirecte. Une cellule privée agissant sous couverture philanthropique s'implante dans un secteur sensible. Ils financent officiellement des recherches biologiques. Officieusement, ils font circuler de l'information stratégique à des entités rivales. Votre rôle n'est pas de les arrêter. Votre rôle est de les comprendre, les pénétrer, les déstabiliser. » Il désigna Camille. « Vous serez l'initié, le point d'entrée. Les autres sont des soutiens opérationnels. Vous serez engagé comme consultante en communication dans leur antenne parisienne. Vous avez 3 jours pour établir un lien de confiance. Une seule règle, ne jamais vous compromettre personnellement.
Puis il tendit un dossier à chacun. Celui de Camille était plus épais que les autres. Il contenait une nouvelle identité. Élise Martin, 33 ans, diplômée de sociologie politique, ancienne employée d'ONG, spécialiste en gestion de crise. Un CV crédible, construit sur mesure pour la rendre attirante pour la cible. Elle passa la nuit sur le site, dans une cellule spartiate, à apprendre sa couverture par cœur, à mémoriser ses itinéraires, ses anciens postes, ses rencontres marquantes. Le lendemain, on lui remit un badge d'accès provisoire et un téléphone sécurisé, limité à une seule ligne sortante qui n'émettait que vers un seul numéro. À 9 h du matin, elle pénétra dans les locaux de la Fondation Laennec, un immeuble ancien refait à neuf dans le quartier latin. L'accueil fut chaleureux, presque trop. On la présenta à l'équipe, majoritairement jeune, cosmopolite, enthousiaste. À sa tête, une femme nommée Sophia Kastner, quarantenaire charismatique, ancienne chercheuse reconvertie en gestionnaire de projets humanitaires. Sophia l'accueillit dans son bureau, décoré de plantes rares et de masques africains. « On m'a beaucoup parlé de vous, Élise. Vous avez un profil qui nous intrigue. Ce que nous faisons ici est sensible, oui, mais profondément nécessaire. Il faut du courage pour rejoindre notre combat. » Camille, Élise, sourit avec mesure. « Je ne suis pas ici pour juger, juste pour structurer le message, donner de la lisibilité à vos actions. »« Parfait, » répondit Sophia, « mais sachez une chose, si vous restez, vous verrez des choses qui dépassent les apparences, et vous devrez choisir. » Le ton était ambigu, presque une provocation. Camille hocha la tête en silence. Elle savait que chaque mot, chaque intonation serait analysée. Elle n'était plus en observation. Elle était en jeu. Les jours suivants furent un tourbillon de réunions, de lectures internes, de décryptages subtils. Derrière les projets affichés, aide aux réfugiés, soutien aux écosystèmes oubliés, développement de solutions agricoles, Camille repéra d'étranges liens avec des laboratoires en Europe de l'Est, des transferts de données non documentés et un système de messagerie parallèle utilisé seulement par 2 personnes, Sophia et un certain D. Elle tenta d'en apprendre plus sur D. Mais tout ce qu'elle obtint, c'était un prénom flou murmuré par un stagiaire nerveux, Dorian. Un financier apparemment qui aidait dans l'ombre. Aucun visage, aucune trace numérique, juste un pseudonyme et une adresse IP triangulée à plusieurs reprises depuis Berlin. Le 3e soir, Camille trouva un post-it anonyme sur son bureau. « Tu n'es pas ce que tu dis être, mais tu écoutes bien, continue. » Elle le brûla immédiatement dans la salle de pause, les mains tremblantes. Elle savait alors que son infiltration avait été repérée, mais qu'elle était tolérée. Pour combien de temps? Et pourquoi? Quelque part dans les coulisses de cette fondation, quelqu'un jouait un jeu aussi profond que le sien, et elle devait le trouver, avant que lui ne décide que la partie était terminée. Le 4e jour, tout bascula. Camille, toujours sous l'identité d'Élise, recevait désormais des invitations à des réunions plus fermées, souvent tard le soir, où les véritables enjeux de la Fondation Laennec se dévoilaient lentement. L'un de ces rassemblements, prévu dans un appartement privé sur l'île Saint-Louis, devait marquer un tournant. Elle y fut conviée sans explication, avec pour seule consigne de se présenter sans accompagnement ni téléphone. L'appartement donnait sur la Seine. Ancienne demeure d'un collectionneur, il était rempli de livres rares, de meubles anciens et d'œuvres d'art non identifiables. Sophia l'accueillit, radieuse, mais plus grave qu'à l'accoutumée. « Ce soir, Élise, tu vas rencontrer celui qui rend tout cela possible, celui dont personne ne parle à voix haute, Dorian. » Camille sentit un frisson lui parcourir la nuque. Enfin, un visage derrière le nom. Elle s'assit dans le salon, en silence, alors que d'autres invités arrivaient peu à peu. Tous semblaient se connaître, ou du moins se reconnaître. Ils parlaient peu, buvaient du vin sombre dans des verres de cristal et attendaient. Puis, à 22 h précises, il entra, Dorian. Un homme dans la quarantaine avancée, aux traits fins, presque aristocratiques. Yeux noirs, cheveux poivre et sel, démarche mesurée. Il ne portait pas de masque, contrairement aux figures du réseau de Camille. Mais son regard en était un à lui seul, impénétrable. « Bonsoir à tous », dit-il simplement. « Merci d'être venu. » Il ne fut pas présenté, il ne s'imposa pas. Il existait tout simplement comme un centre de gravité. Puis ses yeux croisèrent ceux de Camille, un instant suspendus, comme s'il savait.
Après le discours de bienvenue, il s'approcha d'elle. « Élise, dit-il, j'ai lu ce que vous avez rédigé pour Sophia. Vous avez une clarté rare et une retenue précieuse. Merci, répondit-elle avec neutralité. Je tente d'être utile. Il sourit. Utile. C'est une qualité que je ne sous-estime jamais. Accepteriez-vous de m'accompagner un instant? Elle hocha la tête. Il l'emmena vers une pièce attenante, petite bibliothèque circulaire aux murs couverts de traités anciens. Il referma la porte derrière eux. Je vais vous poser une question, dit-il. Une seule. Et selon votre réponse, nous verrons si vous restez parmi nous ou si vous rentrez chez vous ce soir, avec un silence payé à prix d'or. Elle se tint droite, prête. Croyez-vous que les empires naissent de la volonté ou du hasard? Un piège. Elle le sentait. Mais aussi une clé. Elle respira profondément. De la volonté, répondit-elle. Mais façonnée par l'opportunité. Le hasard n'est qu'une illusion construite par ceux qui ne décident pas. Un silence, puis un hochement de tête approbateur. Bien, très bien. J'ai besoin de quelqu'un comme vous. Pas pour surveiller, ni pour obéir, mais pour comprendre ce que même moi j'ignore. Il s'approcha d'une étagère, prit un petit carnet relié de cuir, le feuilleta puis le lui tendit. Ceci est un début. Dedans, les noms de ceux qui nous observent, vos anciens employeurs peut-être, ou vos futurs adversaires. À vous de les décoder. Camille prit le carnet. Les pages étaient remplies de chiffres, de lettres désordonnées, de coordonnées, de fragments de phrases en langues diverses. Aucun nom, mais des indices codés, en apparence insignifiants. Elle comprit aussitôt que Dorian la testait, qu'il voulait voir ce qu'elle ferait avec une vérité incomplète. « Je vous laisse une semaine, dit-il. Revenez avec des connexions, pas des réponses. » Puis il sortit, la laissant seule. Elle ouvrit une des fenêtres, laissant l'air froid de la scène balayer son visage. L'échange avait duré moins de 10 minutes, mais elle savait déjà que sa mission initiale avait muté. Elle n'était plus là pour infiltrer. Elle devenait un point de jonction entre deux forces invisibles. Et dans ses mains, ce carnet devenait plus qu'un objet crypté. C'était la promesse d'une guerre d'information où chaque mot comptait. Camille passa les 2 premiers jours enfermée dans son appartement, plongée dans l'analyse du carnet que Dorian lui avait confié. Les pages, couvertes d'une écriture fine et compacte, ressemblaient à un chaos organisé. Une succession de coordonnées, de groupes de 3 chiffres suivis de mots tronqués, de dates isolées, de fragments dans des langues variées, russe, italien, arabe, parfois en latin. Aucun sens apparent, et pourtant une logique tapie derrière le désordre. Elle commença par les coordonnées. Certaines pointaient vers des lieux évidents, des ambassades, des sièges d'institutions financières, des universités. D'autres menaient à des zones floues, entre deux géographiques sans identité claire, comme des zones franches ou des immeubles résidentiels sans histoire. Puis elle identifia une récurrence. Certains chiffres revenaient, associés à des lettres qui ne figuraient dans aucun alphabet connu, mais formaient un motif cryptographique. Elle utilisa le canal prioritaire pour solliciter l'analyse d'un segment. 1 heure plus tard, un retour lui parvint. Codage polymorphe, probablement basé sur une grille de substitution dynamique. En clair, un langage conçu pour évoluer, pour changer à chaque usage. Un code dont la clé n'était pas figée, mais contextuelle. Camille comprit que le carnet n'était pas un simple registre. C'était un outil de navigation dans une nébuleuse d'identités mouvantes. Dorian ne lui avait pas donné des noms, mais des ancrages, des points où l'invisible touchait le réel. Et c'était à elle de relier ces points. Le 3e jour, elle fit une découverte. En croisant les dates et les coordonnées, elle repéra une correspondance avec un événement précis, une conférence sur la monnaie numérique tenue à Zurich l'année précédente. Parmi les participants, un certain Alexei Sakharov, ancien ministre russe reconverti en conseiller pour une firme de cybersécurité basée à Tallinn. Il figurait en lien indirect avec 3 autres localisations du carnet. Camille chercha plus loin. Elle trouva un fil conducteur entre ce Alexei Singh, une ancienne consul française disparue en mer sans explication, et une entreprise de transport basée à Rotterdam qui servait de couverture pour des transferts de serveurs chiffrés. Le carnet n'était pas un simple test, c'était un puzzle d'architecture clandestine, et ce qu'elle reconstituait ressemblait de plus en plus à un réseau concurrent, une entité parallèle, possiblement rivale de celle de Dorian. Ou pire, une fracture interne. Le 6e jour, elle décida de transmettre ses hypothèses via un canal secondaire, une carte mentale dessinée à la main
où elle connectait chaque donnée à un lien logique. En guise de légende, une seule phrase. Si ceci est une toile, alors quelqu'un d'autre en tire les fils. La réponse arriva 20 minutes plus tard. Une adresse, une heure, aucune autre instruction. Le lieu, une galerie d'art fermée pour rénovation dans le 3e arrondissement. Lorsqu'elle s'y présenta, Dorian l'attendait déjà. Seul, vêtu de noir, observant un tableau couvert d'un drap blanc. « Vous avez trouvé les ombres », dit-il en guise de salutation. Camille hocha la tête. « Mais elles sont trop nombreuses pour n'être que des interférences. Il y a une logique, une main qui les organise. » Il se retourna, le regard aigu. « Peut-être, ou peut-être que ce sont plusieurs mains, des ennemis, des alliés, je n'en suis plus certain moi-même. » Il s'approcha d'elle, plus près qu'il ne l'avait jamais été. « Ce que vous avez fait avec ce carnet n'était pas prévu. Vous avez vu au-delà de l'épreuve. Vous êtes devenu une menace potentielle, ou un levier. » Elle soutint son regard sans vaciller. « Et vous? Êtes-vous encore celui qui organise ou déjà celui qu'on observe ?» Un long silence les enveloppa. Puis, lentement, Dorian découvrit le tableau derrière le drap. Un miroir brisé, encadré comme une œuvre d'art. « C'est ça notre monde, Camille. » Un reflet éclaté. « Et vous venez d'en assembler un fragment. » Il lui tendit un second carnet, plus fin, sans nom. « Cette fois, vous n'aurez pas à analyser. Vous devrez choisir. Qui doit rester visible et qui doit disparaître ?» Camille prit le carnet sans un mot. Elle comprit que le jeu avait changé de niveau et que désormais, c'était elle qui tenait la clé du prochain effacement. Camille rentra à son appartement avec le nouveau carnet pressé contre elle, comme s'il contenait une matière radioactive. Plus fin que le précédent, son cuir était souple, usé, presque fragile. Mais elle sentait qu'il pesait plus que n'importe quel dossier qu'elle avait analysé jusque-là. Elle referma toutes les fenêtres, déconnecta les interfaces de communication et s'assit au centre du bureau, dans le silence absolu. Puis, elle l'ouvrit. À l'intérieur, une liste manuscrite. Aucun code cette fois, aucun chiffre, aucune latitude cryptique, juste des noms, une vingtaine, et pour chacun une profession, une localisation approximative, une ou deux phrases laconiques. Pas d'explication, pas de justification, juste des faits bruts, des identités réduites à des rôles dans un échiquier invisible. Elle reconnut immédiatement deux noms. Le premier, un ancien journaliste d'investigation ayant révélé des scandales financiers majeurs il y a quelques années, aujourd'hui retiré de la scène publique. Le second, une analyste stratégique de l'Union européenne, connue pour ses positions critiques sur les politiques d'ingérence économique. Tous les autres noms lui étaient inconnus, mais chaque profil semblait obéir à une même logique. Influence discrète, mais potentielle déstabilisation du statu quo. Camille comprit rapidement la nature de cette liste. Il ne s'agissait pas de cibles définies par une menace imminente, mais de figures en capacité de devenir gênantes, des veilleuses, des éclaireurs dans les angles morts du pouvoir. Elle sentit le vertige d'une décision impossible. Au bas de la dernière page, une annotation manuscrite de Dorian. « Choisissez 5. Pour les autres, silence absolu. 5 noms à désigner. Non pour les protéger, mais pour les livrer. » Camille passa les heures suivantes à enquêter discrètement sur chacun. À travers des outils du canal prioritaire, elle traça les connexions, les discours publics, les affiliations officieuses. L'un des noms l'intrigua particulièrement. Esther Siani, une mathématicienne israélienne ayant quitté son poste dans la recherche militaire pour créer une école alternative dans une région oubliée d'Afrique de l'Est. Aucune publication politique, aucun discours polémique. Et pourtant, elle figurait sur cette liste. Plus elle fouillait, plus elle comprenait. Ce n'était pas ce que les personnes faisaient qui les rendait dangereuses. C'était ce qu'elles incarnaient, l'idée qu'un autre type de pouvoir était possible. Plus lent, plus patient, plus enraciné, moins contrôlable. À minuit, elle n'avait toujours pas choisi. Elle relut chaque nom, chaque annotation. Puis, au petit matin, elle prit une décision. Elle envoya un message codé par le canal prioritaire. Analyse effectuée, proposition non conforme, suppression refusée. Aucun des profils ne constitue une menace directe. Surveillance recommandée, neutralité maintenue. Elle savait que ce refus pouvait être perçu comme une insubordination ou comme un test à double fond. Dans ce monde, rien n'était jamais ce qu'il semblait. Les heures passèrent sans réponse. Le silence s'épaissit. Jusqu'à ce que, enfin,
l'écran de l'appartement s'allume à 19 heures précises. Un message unique, sans signature, c'est une réponse. Elle sera notée. Aucune sanction, aucun renvoi. Juste cette phrase suspendue, inquiétante. Camille ne savait pas si elle avait gagné un respect ou signé un arrêt de confiance. Mais elle savait autre chose. Elle ne pourrait plus rester spectatrice. Le prochain mouvement viendrait vers elle. Et cette fois, elle serait la cible à convaincre ou à éliminer. Le lendemain du message énigmatique, Camille sentit l'air changer dans son appartement. Rien de visible n'avait bougé. Et pourtant, elle avait la certitude que quelqu'un était venu, qu'on avait déplacé quelque chose imperceptiblement pour qu'elle le sente sans pouvoir le prouver. Une tension invisible s'était installée dans chaque pièce, chaque reflet. Les miroirs semblaient la suivre plus activement, leurs angles multipliés comme des yeux de verre froid. Elle tenta de travailler, de se raccrocher à sa routine analytique, mais rien ne tenait. Le réseau ne lui avait envoyé aucun nouveau dossier, aucun signal. Elle était en suspens, suspendue à une décision qui ne venait pas d'elle. En fin de journée, un message apparut enfin sur fond noir, sans interface habituelle. Rendez-vous au lieu de votre premier silence. Minuit, seule. Elle comprit immédiatement. Il s'agissait de l'immeuble de l'avenue Montaigne, là où tout avait commencé, là où elle avait rencontré pour la première fois le président sans visage. Une boucle se refermait, ou s'apprêtait à se rompre. Elle s'y rendit à pied, traversant Paris comme une ombre parmi les lumières. Lorsqu'elle arriva, les portes s'ouvrirent sans besoin de badge ni de mots. Un ascenseur l'attendait déjà, ouvert. Elle y entra. Il descendit, et non monta, jusqu'à un sous-sol qu'elle n'avait jamais vu. Les murs étaient en brut, le sol couvert de gris et métallique. Au bout du couloir, une seule porte noire marquée par un simple symbole, un cercle barré. Elle entra. Le président l'attendait. Toujours masqué, toujours silencieux, assis dans une pièce nue à l'exception de 2 chaises et d'une table. Mais cette fois, une autre personne était là aussi. Dorian. Il se tenait debout, bras croisés, observant Camille, comme s'il la découvrait pour la première fois. « Vous avez refusé d'obéir, dit-il. Et pourtant vous êtes encore ici. Parce que vous saviez que je refuserais, répondit-elle calmement. Et vous vouliez voir comment. Le président inclina la tête, signe d'assentiment. Nous avons pensé que vous étiez prête, dit-il, sa voix légèrement plus grave que dans ses premières apparitions. Mais il reste une chose que vous n'avez pas encore confrontée, une vérité plus ancienne. Il fit un geste, et une partie du mur derrière lui s'ouvrit, révélant une salle d'archives. Camille y entra seule. À l'intérieur, des dossiers classés, numérotés, et au fond, un tiroir métallique marqué de son propre prénom. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, des photos d'elle, bien avant qu'elle ne postule à la mystérieuse annonce. Des conversations enregistrées, des mouvements suivis, des rapports sur ses lectures, ses fréquentations, ses articles refusés. Elle n'avait pas été choisie pour ses compétences. Elle avait été sculptée, observée, modelée pour être intégrée. Elle retourna lentement dans la salle. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle. « Depuis toujours, répondit Dorian. Vous êtes né dans les marges. Nous avons simplement vu le potentiel de l'absence. Vous ne deviez rien à personne, et cela, dans notre monde, vaut plus que toutes les formations. Alors je suis un produit ?» Le président se leva enfin pour la première fois. Il s'approcha. « Non, vous êtes un miroir. Vous reflétez ce que nous ne pouvons plus être, et ce que nous devons redevenir. » Camille resta silencieuse. « Et maintenant ?» demanda-t-elle enfin. Dorian s'approcha à son tour. « Maintenant, vous devez choisir. Rester ici, passer de l'autre côté, devenir une architecte, ou tout quitter. Disparaître avec une nouvelle identité, loin de cette guerre. » Le président tendit 2 enveloppes, l'une noire, l'autre blanche. La noire contenait les clés de la structure. La blanche, un nouveau passeport, de l'argent, une adresse en Amérique du Sud. Camille les prit toutes 2. Elle les posa sur la table, puis s'assit. Un long silence s'installa. « Je déciderai à l'aube, dit-elle, mais je veux une chose avant. »« Laquelle ? » ?»« Voir vos visages. » Dorian esquissa un sourire. Le président ne bougea pas. « Vous croyez que ça changera votre décision ? Je crois que c'est le seul choix que je mérite vraiment. Voir. » Le président resta un moment figé, puis lentement il retira son masque. Camille ne recula pas. Elle regarda et comprit. Ce n'était pas un inconnu. C'était un visage qu'elle connaissait depuis l'enfance, un mentor oublié,
Un oncle mort trop tôt. Un homme qui avait toujours été là, tapi dans les recoins de sa mémoire. Et alors, elle sut. Le jeu n'avait jamais commencé ici. Il avait commencé bien avant elle. Le visage du président, maintenant dévoilé, résonnait en Camille comme un souvenir en train d'émerger d'une brume épaisse. Elle le connaissait, pas de loin, pas d'après une photo ancienne, mais intimement. Cet homme, autrefois professeur d'université sous une autre identité, avait joué un rôle fondamental dans sa formation. Il avait guidé ses lectures, orienté ses choix, sans jamais s'imposer. Un architecte silencieux de son cheminement. Mais elle ne l'avait jamais vu comme une figure de pouvoir, seulement comme un éclaireur. « Pourquoi vous ?» demanda-t-elle, la voix plus tremblante qu'elle ne le voulait. « Parce que vous aviez oublié », répondit-il simplement, « et que c'était nécessaire. Ce que vous êtes devenu aujourd'hui, vous ne l'auriez jamais accepté si vous aviez su d'où vous veniez. La mémoire est parfois un obstacle à l'engagement total. » Dorian s'avança, visiblement moins à l'aise. Il semblait perturbé par la révélation, comme s'il n'avait pas anticipé que Camille ferait le lien. « Tu savais » demanda-t-elle à Dorian. « Non, dit-il, pas dans le détail. Je savais qu'ils t'avaient repéré depuis longtemps, mais je ne connaissais pas leur lien, ni le passé. » Le président reprit. « Ce que tu viens de voir est ton point de non-retour. Maintenant, tu sais, tu n'es pas une recrue, tu es une héritière. » Camille s'effondra dans la chaise, son souffle court. Elle se souvenait maintenant. Les conversations dans les couloirs d'une faculté oubliée, les livres offerts sans explication, les recommandations étranges vers des séminaires discrets, réservés à des étudiants d'exception. Il avait toujours été là, mais en périphérie, jamais au centre, un tuteur dans l'ombre. « Et mes parents ?» demanda-t-elle presque sans voix. « Morts dans un accident, vrai, mais pas accidentel. Ils faisaient partie du premier cercle, ils ont refusé une directive, et ils ont été effacés. Tu avais 9 ans. » Elle sentit sa gorge se nouer, un mélange de rage, de vertige et de vide. « Et vous m'avez laissé dans l'ignorance ? Pour te protéger, et pour t'offrir une chance de choisir. Vraiment, sans dette, sans héritage pesant. » Elle se leva lentement, parcourant la pièce, fixant tour à tour les deux hommes. « Vous parlez de choix, mais tout cela est une mise en scène depuis le début. »« Non, Camille, » répondit Dorian. « La mise en scène s'arrête ici. Maintenant, tu sais. Et tu es libre. » Elle les observa longuement, puis saisit les deux enveloppes toujours sur la table, l'une blanche, l'autre noire. Elle ouvrit la blanche. À l'intérieur, un passeport au nom de Sarah Montfort, un billet pour Buenos Aires, 50 000 € en coupure neuve, une adresse dans la province de Mendoza. Une vie neuve, loin du réseau, loin de tout. Puis elle ouvrit la noire. Une carte d'accès de niveau supérieur, les codes de 3 unités opérationnelles, un identifiant unique et un dossier scellé, marqué « Protocole Héphaïstos ». Elle ferma les yeux, respira, puis regarda Dorian. « Et si je choisis la 3e voie ?» Il fronça les sourcils. « Il n'y en a pas. Mais moi, je viens d'en inventer une. Vous avez modelé une marionnette, mais j'ai appris à tisser mes propres fils. Je veux garder la mémoire, mais je refuse vos règles. Je prends les données, mais pas la soumission. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Le président ne sourit pas, mais il acquiesça. « Alors tu entres dans la zone grise, celle d'où personne ne revient intact, ni ennemi, ni allié. »« Je n'ai jamais été intact, » répondit-elle. Elle rangea les 2 enveloppes dans sa veste, tourna les talons et quitta la pièce. Dans le couloir, les néons clignotèrent une dernière fois, comme un au revoir muet d'un système qui venait de perdre le contrôle d'un de ses propres fantômes. Et dans sa tête, les souvenirs, comme des braises enfin rallumées, éclairaient une route qu'elle seule désormais pouvait tracer. La mémoire n'était plus un fardeau. C'était son arme. Camille disparut de la surface du réseau dès le lendemain. Aucun signal, aucune trace, aucune activation de ses identifiants. Ni celle du passeport blanc, ni celle du badge noir. Une ombre qui s'était soustraite à l'architecture de contrôle. Elle effaça les moyens de surveillance installés dans son appartement, désactiva les interfaces du canal prioritaire et changea de visage. Non par chirurgie, mais par comportement. Dans les rues de Paris, elle devint une inconnue parmi les anonymes, une silhouette que l'on ne retient pas. Elle loua une chambre dans une pension discrète à Montreuil, payée en liquide, sous un faux nom. Elle réorganisa ses ressources mentales, ses souvenirs, ses réseaux de confiance. Ce n'était pas une fuite,
C'était une mise en pause, un recentrage. Le dossier Protocole Héphaïstos était son seul lien actif avec le monde qu'elle venait de quitter. Elle l'ouvrit, seule, dans une chambre faiblement éclairée. À l'intérieur, un plan détaillé d'une opération en cours, manipulation algorithmique d'une plateforme de vote en ligne, affectant plusieurs pays simultanément. À première vue, un plan technique. Mais en lisant entre les lignes, elle comprit. Il s'agissait d'un test à grande échelle de contrôle de la perception, un laboratoire sociopolitique sans conscience, et elle possédait désormais la seule copie du plan intégral. Elle hésita. Le dénoncer? À qui? Le rendre public? À quel prix? Une voix en elle répétait que toute tentative directe se solderait par sa neutralisation. Elle connaissait trop bien les mécanismes de filtration, de discrédit, de mort sociale. Alors, elle opta pour une autre voie. Elle contacta discrètement 3 des noms figurant dans le premier carnet, ceux qu'elle avait refusé de désigner. Des personnes hors réseau, mais éveillées, capables de comprendre sans paniquer. Elle leur transmit, sous forme fragmentée, des morceaux du plan mêlés à de faux documents, pour semer la confusion et brouiller les pistes. L'effet fut lent, mais réel. Des anomalies furent détectées par des chercheurs indépendants. Des articles, d'abord discrets, apparurent sur des blogs spécialisés. Puis une prise de parole inattendue d'Esther Siani, la mathématicienne qu'elle avait sauvée, mit le feu aux poudres dans une conférence scientifique. Ce fut suffisant. Le réseau fut contraint de suspendre le déploiement du protocole, officiellement pour réévaluation technique. Officieusement, ils comprirent que Camille était encore là, active, non soumise. Une semaine plus tard, une lettre glissée sous la porte de sa pension confirma leurs soupçons. Papier épais, écriture manuscrite, signature absente. Tu n'as pas fui. Tu as choisi. Nous le respectons. Mais désormais, nous t'observerons. Non comme une cible, mais comme une variable. Car tu représentes ce que nous avons perdu. La liberté dans la connaissance. Continue. Ou arrête. Mais sache que tu n'es plus invisible. Camille lut la lettre une seule fois, puis la brûla. Elle marcha ce soir-là jusqu'au pont d'Austerlitz, observant les reflets tremblants de la ville sur la Seine. Elle n'était ni héroïne ni traîtresse. Elle était une fracture dans un système trop parfait, et cela suffisait. Elle savait que d'autres viendraient. D'autres voix, d'autres intelligences hors des règles. Elle ne les rencontrerait peut-être jamais, mais elle ouvrait une brèche. Derrière elle, le monde continuait à tourner, mais quelque chose, dans ses rouages, venait de grincer, et ce grincement, désormais, portait son nom.